Bonjour à toutes et à tous. Jean-Christophe Boclet, je suis le président de l'AT2E Normandie. Je vais vous donner quelques informations et vous dire quelques mots sur l'AT2E et puis ensuite on rentrera tous ensemble sur la 5e période. Donc l'AT2E est une association qui est née au moment des chocs pétroliers en 1978. Donc l'efficacité et les énergies renouvelables sont vraiment dans notre ADN depuis la création. Nous comptons aujourd'hui 2500 adhérents avec une déclinaison sur 6 clubs thématiques. Donc le club certificat d'économie d'énergie, le club biogaz, le club power to gaz. Il y a également un club stockage d'énergie, un club cogénération et plus récemment un club pyrogasification. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire national au travers de 11 délégations, dont la Normandie est une des délégations. Et nous sommes un carrefour d'échange et nous nous réunissons sur un certain nombre de sujets techniques, économiques liés à l'énergie. L'idée étant de partager ensemble des retours d'expérience. Donc chaque année, on organise une quarantaine d'événements sur les thématiques énergie, environnement. Et on a en particulier l'animation d'un certain nombre de programmes dont on aura l'occasion de revenir en fin de présentation webinaire. Donc le Pro SMEN sur l'accompagnement, sur le management de l'énergie pour aller vers la certification ISO 50001. Le Pro RFEI qui est un programme pour accompagner et former dans le domaine de la gestion de l'énergie. Et nous parlerons aussi d'un programme qui permet de former les professionnels et les artisans au certificat d'économie d'énergie qui s'appelle OSCAR, donc on en parlera tout à l'heure. Et on a également une revue qui s'appelle Énergie Plus, qui est bimensuelle, à la fois en version papier, mais aussi en version Internet. Donc vous voyez les 11 délégations. En ce qui concerne l'actualité de la Normandie, on a 2 colloques qui sont programmés, le 17 mars sur les réseaux de chaleur dans les villes de plus de 10 000 habitants avec le syndicat d'énergie de la Manche à Saint-Lô. Et il y aura la même manifestation avec nos collègues des Hauts-de-France à Corbie dans la Somme le 24 mars sur la même thématique. Donc partage de retour d'expérience, échange le matin et visite de site l'après-midi sur des chaufferies de réseaux de chaleur, plutôt bois énergie en l'occurrence. Donc on aura l'occasion de faire passer les invitations. C'est organisé et co-organisé avec le CIB, avec la FNCCR et les syndicats d'énergie, donc FDE 80 pour la Somme et SDM 50 pour la Manche. Donc sans plus tarder, nous passons à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Donc il y aura dans un premier temps le contexte de la clôture de la 4e période qui vient juste de se terminer. On s'attachera à mettre en avant les points structurants de la 5e période. C'est clair qu'aujourd'hui les C2E, on en a, au quotidien tous besoin, quel que soit notre positionnement dans la chaîne de valeur. Donc, il était important de mettre en avant les évolutions et les points structurants, les évolutions au niveau des fiches standardisées notamment, et également les dernières évolutions sur les programmes. Il y a des évolutions notables sur un certain nombre de sujets, donc on aura l'occasion de revenir dans le détail avec nos différents intervenants. Donc, Marc Gendron, délégué général du club C2E, qui fera un focus plutôt sur les arrêtés, les derniers arrêtés. La partie industrie réseau sera traitée par Jolie Pisano, qui est chargée de mission au club C2E. Il y aura également un point d'actualité sur la partie bâtiment transport avec Sybille Brière. Et puis on reviendra sur les programmes dont on parlait tout à l'heure avec Marc en fin de réunion. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Marc. Écoute, merci beaucoup Jean-Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est un grand plaisir de retrouver la Normandie là pour cette présentation. Juste en introduction, quelques mots peut-être sur le club C2E. Donc, le club C2E aujourd'hui, c'est 500 adhérents qui représentent la plupart des énergéticiens, délégataires et acteurs tournant autour du dispositif des C2E. Et c'est en gros 3 missions principales. Une mission autour de la communication et de l'animation du dispositif des certificats d'économie d'énergie.
donc en interface entre les pouvoirs publics et les entreprises privées. C'est une mission de gestion du catalogue des fiches d'opérations standardisées. Donc pour ce faire, on travaille avec des experts et ensuite, une fois qu'on a rédigé les fiches, on présente ces fiches à l'ADEME, aux experts de l'ADEME et à la Direction générale énergie-climat. Et puis une mission d'appui à nos 500 adhérents. Donc soit au travers d'études, tous les ans maintenant on fait des études qui sont sponsorisées par nos adhérents pour éclairer un sujet spécifique traitant du dispositif des C2E. Donc en 2021, par exemple, on a fait une étude sur la rénovation globale. En 2020, on était sur l'isolation, les coups de pouce isolation. Donc là, on est en train de réfléchir sur des nouvelles études. Et puis, dans le cadre de ces missions d'appui, on a des questions, réponses aux questions de nos adhérents. Donc, on répond à peu près entre 40 et 50 questions. Donc, c'est un travail un peu lourd. Parfois, on est relancé parce qu'on ne va pas assez vite, mais on fait de notre mieux. Voilà. Alors, avant de démarrer, je voudrais juste aussi remercier Caroline Fareno et Jean-Christophe Boclet, de la T2E Normandie, pour leur présence et leur organisation de ce webinaire. Et puis aussi Karine et Margot de la T2E nationale qui nous ont aidés à monter ce webinaire. Et puis je terminerai dans ma phase d'introduction en vous souhaitant à toutes et à tous, parce qu'on a encore la possibilité de le faire, tous mes voeux des bons voeux pour 2022. Voilà. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet autour du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Alors ce dispositif, il est à voir aujourd'hui dans un contexte alors attendez, parce que c'est moi qui j'ai repris la main là ou pas, Caroline? Oui. Hop. Oui, Marc, tu as la main. Oui, c'est bon. Voilà. Donc ce dispositif, il est à prendre dans un contexte de marché de l'énergie plutôt haussier. C'est un dispositif donc, qui existe depuis 2005 et qui a pris de plus en plus de place au sein de la politique énergétique de la France. Donc, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, on va regarder le point d'étape sur la quatrième période et puis ensuite on attaquera sur la cinquième période. Alors, sur la quatrième période, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout d'abord, la quatrième période va se terminer avec une atteinte des objectifs. Puisqu'en fait, vous avez là en bas les volumes déposés mensuels par trimestre. Et vous voyez que depuis 2020, il y a une accélération des volumes, puisque par mois, on est capable de déposer plus de 50 TWh CUMAC de certificats d'économie d'énergie. Et donc, globalement, l'obligation P4, elle était atteinte dès juin 2021 en dépôt et en janvier en attribution. Et donc, globalement, l'ensemble des acteurs vont finir cette quatrième période avec un stock fin de quatrième période extrapolé qui correspond à peu près à 8 mois de production P5, donc à peu près 400 TWh CUMAC de stock. Alors, ça, bien évidemment, dans le cadre du dispositif C2E, quand vous avez des stocks, vous pouvez utiliser ces stocks pour démarrer la période d'après. Et donc, c'est autant de certificats d'économie d'énergie qui ne seront pas réalisés pour la cinquième période puisqu'ils sont déjà engrangés. Et ce qu'il faut noter, c'est que 90% de ces 400 TWh CUMAC sont composés de C2E précarité. Alors, c'est un point important, c'est que les C2E précarité peuvent être traduits en C2E classique en fin de période. Ce qui n'est pas l'inverse n'étant pas possible. C'est-à-dire que si vous avez des excès de certificats d'économie d'énergie en classique et que vous n'avez pas produit suffisamment de C2E précarité, vous ne pouvez pas traduire votre excès de C2E classique en précarité. Donc ça c'est le premier point des volumes qui sont des productions qui est au rendez-vous, voire même au-delà de l'obligation. Ensuite, bien évidemment, il y a un impact sur le prix des certificats d'économie d'énergie. Donc, je vous rappelle qu'il y a deux prix dans les C2E. Il y a un prix qui est apporté, c'est l'aide financière qui est apportée aux bénéficiaires
au titre du rôle actif et incitatif que doivent apporter les demandeurs de certificats d'économie d'énergie. Chacun doit prouver qu'il a eu un rôle actif et incitatif auprès d'un bénéficiaire pour le faire basculer d'une solution peu performante sur le plan énergétique à une solution très performante sur le plan énergétique. Et puis, vous avez un deuxième prix qui est le prix C2E papier, puisqu'en fait, comme certains acteurs, donc les éligibles, les collectivités locales ont la possibilité de produire des certificats d'économie d'énergie sans être obligés, ces acteurs peuvent revendre sur le marché les certificats d'économie d'énergie. De la même manière, des obligés ou des délégataires peuvent aussi, bien évidemment, revendre leur excès de C2E. Et donc, si on regarde la période, là, je vous ai mis l'évolution des prix émis depuis la première période. Hein, tout à gauche, là, c'est vraiment la première période où le marché se cherchait. Et donc, en quatrième période, le prix a été haussier jusqu'en 2019, puisque c'est monté jusqu'entre 9 et 9,50 €. Et puis, depuis 2019, ça commence à baisser. Et aujourd'hui, on est... alors, en spot, au mois de décembre, on était à 6,80 €, 6,20 €. Mais il commence à y avoir des transactions à 6 €, 6,20 €. Voilà. Donc, on est, bien évidemment, comme les acteurs ont du stock, bah, bien évidemment, les prix ont tendance à baisser. Voilà. Alors, autre point donc, sur cette production, bah, vous voyez que la production, elle est, là je vous ai mis la production entre le 1er janvier 2018 et le 30 novembre 2021, donc ce sont les chiffres de la DGEC, de la lettre d'information de décembre. Vous avez la production en opération standardisée et spécifique. Et vous voyez que globalement, en résidentiel, donc on est à, si vous cumulez en bleu clair et bleu foncé, précarité et autres, vous êtes à 69,5% des volumes qui sont produits par le résidentiel, 7,2% sur le tertiaire, 16,9% en industrie et 3,4% en transport. Voilà. Et puis, je vous ai mis les petits graphes sur les volumes, où sont produits les volumes. Donc, on est sur les fiches utilité à 31%, sur les fiches enveloppe 26%, enfin 27%, 29% pour le thermique, etc., etc. Voilà, et vous avez la même chose pour la précarité, où là, on est essentiellement sur l'enveloppe, 66,5%, et puis thermique, donc tous les équipements, 27,9%. Alors, quelques mots sur par quoi c'est traduit tout ça. C'est traduit par des résultats, par des opérations et par des actions concrètes qui sont à réaliser. Donc là, je vous ai mis ce qui fait sur le bâtiment. Ça représente la majorité des opérations. Vous voyez un peu dans le résidentiel, là, ça représente 642 000 isolations de compte, 312 000 isolations de plancher, plus de 150 000 installations de chaudières au gaz, etc., etc. Vous voyez que c'est là où on voit quand même que le dispositif C2E il devient conséquent. Il fonctionne dans son mode d'industrialisation d'opérations standardisées, puisqu'il permet quand même d'atteindre des volumes de rénovation qui sont conséquentes, et ce, sur différents sujets. Alors, si on regarde les modifications, le contexte de clôture de la quatrième période, donc, premier point, donc on l'a vu, il y a du stock, mais parallèlement à cela, on se rend compte qu'il va peut-être y avoir une difficulté dans la production, avec un ralentissement assez fort de la production. Alors pourquoi il y a un ralentissement de la production là en fin de quatrième période? Essentiellement parce que la DGEC a modifié une partie du dispositif, et notamment le dispositif des coups de pouce. Donc le dispositif des coups de pouce, c'est quoi? C'est vous prenez des fiches d'opération standardisées classiques et vous faites un coup de pouce sur ces fiches, donc vous venez les bonifier. Donc, quelque part, vous faites tourner la planche à billets certificat d'économie d'énergie. Vous créez des certificats d'économie d'énergie quelque part artificiels, puisque derrière ces bonifications, il n'y a pas véritablement d'économie d'énergie.
Et donc la DGEC a vu un peu s'emballer la machine à produire des certificats d'économie d'énergie, notamment sur l'isolation. Elle a un peu pris peur et donc ils ont décidé, donc au travers de l'arrêté du 13 avril 2021, de modifier notamment le coup de pouce isolation. Et vous voyez tout de suite le résultat, c'est que sur les travaux engagés mensuellement, depuis septembre, c'est quasiment à l'arrêt. Et sur les travaux achevés, on voit qu'il commence à y avoir une baisse importante. Donc, ce qui veut dire que ce qui était produit sur en certificat d'économie d'énergie sur l'isolation ne va plus se produire sur les mêmes volumes. Donc ça, c'est le premier point. Et en plus de ça, la DGEC a rajouté un peu de couche, puisque dans la politique, la nouvelle politique de la DGEC, notamment pour la 5e période, l'idée de la DGEC, c'est d'analyser tous les ans les 6 premières fiches d'opérations standardisées qui produisent le plus et de voir comment on peut réviser ces fiches. Et généralement, on révise ces fiches, notamment en prenant en compte une nouvelle situation de référence. Et donc en réduisant une partie des forfaits. Et donc en courant 2021, la DGEC a modifié donc les 5 premières fiches isolation, barre EN101, barre EN102, barre EN103, etc. Et avec une baisse du forfait importante de ces fiches, puisque en fonction des zones climatiques, sur certaines de ces fiches, on avait une baisse de 20%, et on atteignait sur d'autres fiches 60% de baisse de forfait. Et donc, bien évidemment, là encore, ça va freiner très fortement la production de certificats d'économie d'énergie sur ces fiches d'opération standardisées. En complément de ça, la DGEC a sorti donc un arrêté contrôle, l'arrêté du 28 septembre 2021, qui renforce très fortement le contrôle des certificats d'économie d'énergie pour la 5e période. Donc, ça rajoute un peu de contraintes dans le dispositif. Donc, quelque part, ça risque de freiner une partie de la production. Et puis, en supplément, vous avez eu des suppressions de bonification des certificats d'économie d'énergie, notamment pour les contrats de performance énergétique dans l'industrie. Donc tout ça m'amène à dire que certes, il y a un volume de certificats d'économie d'énergie qui est important avec un stock important, mais probablement une baisse attendue de la production du fait de ces différentes mesures de la DGEC, qui sont des mesures essentiellement liées à la nécessité de contrôler les travaux, la qualité des travaux et de limiter la fraude sur certaines opérations standardisées. Voilà un peu les grandes lignes de cette 4e période. Alors, quelques mots sur la 5e période. Premier point, une bonne nouvelle pour l'ensemble des acteurs, c'est que cette 5e période, déjà, elle va porter sur une durée de 4 ans, donc du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Lors de la concertation, la plupart des acteurs ont demandé à la DGEC d'avoir des durées plus longues, parce qu'une durée de période plus longue permet d'avoir un peu plus de stabilité dans le dispositif et avoir plus de visibilité et de lisibilité du dispositif, et notamment pour les énergéticiens qui font des offres à terme, puisque quand vous avez de la visibilité, ça vous permet de mettre dans vos offres d'énergie, notamment électricité, gaz à terme, un bon prix, un bon coût du C2E. Et donc, cette 5e période, donc c'est une période de 4 ans. Ensuite, l'obligation, vous voyez que c'est une obligation de 2000, ce qui passe à 2500 TWh CUMAC, dont 730 TWh CUMAC au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Facialement, on pourrait se dire, c'est pas très exigeant, puisque vous voyez dans le tableau, l'obligation, vous avez l'obligation annuelle à 533 en P4, ça passe à 625 en P5. Ça veut dire que vous prenez que plus 17% d'augmentation d'obligation. Sauf que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, puisque parallèlement à cela, la DGEC
et ça a commencé donc avec le coup de pouce isolation, va chercher sur la 5e période à revenir sur la réalité de ce dispositif des C2E qui sont les réelles économies d'énergie. Et donc en réduisant la voilure sur les bonifications du programme. Donc, ce qui veut dire qu'en C2E réel, en fait, vous prenez quand même 35% d'augmentation sur les C2E réels. Donc, c'est quand même pas anodin. Ensuite, en éléments clés, vous avez la pénalité donc, qui sera de 15 € pour les C2E classiques et de 20 € par mégawattheure pour les C2E précarité. Je vous rappelle que tous les 4 ans en fin de période, la DGEC donc, calcule définitivement en fin de période la pénalité pour chacun des énergéticiens en fonction de leur part de marché et de leur vente d'énergie sur la période. Et si les énergéticiens n'ont pas atteint leur objectif de production de C2E, ils payent une pénalité à hauteur de ce qu'ils n'ont pas produit. Et donc, pour des acteurs comme des gros acteurs comme Total, Direct Energy, EDF, Engie, etc., c'est quand même des enjeux à plusieurs milliards d'euros. Donc, autant dire que les acteurs préfèrent jouer le jeu et produire à un coût, bien évidemment, inférieur à cette pénalité. Ensuite, vous avez en point clé un pilotage renforcé du dispositif et une volonté forte de la DGEC de donner de la visibilité sur le dispositif, avec notamment des déclarations annuelles des ventes énergie, une publication annuelle de la liste des obligés, un suivi trimestriel des C2E engagés, donc ça veut dire que les demandeurs devront faire des reportings avant dépôt, et puis on l'a vu, un renforcement des dépôts, et j'y reviendrai après. Ensuite, ce qu'il faut que vous ayez aussi en tête dans le cadre de cette 5e période, c'est que l'obligation de la 5e période pourrait probablement bouger en cours de période. Alors pourquoi? Tout simplement parce que il y a au niveau de la Commission européenne, il y a des actions qui sont menées autour de la refonte de la directive européenne sur l'efficacité énergétique. Les 10 premières discussions ont démarré en juillet 2021. Et donc, c'est toute l'architecture climatique européenne, Fit for 55, donc, qui vise à réduire à horizon 2030 les émissions de gaz à effet de serre avec une réduction nette de 55%. Donc, comparé aux émissions de 1990. Et donc ça va conduire à un besoin en fait d'augmenter probablement le niveau d'obligation sur le dispositif C2E. Je rappelle que le dispositif des C2E compte à peu près pour 80% des objectifs de l'article 7 de cette directive européenne, qui sera dans la nouvelle directive, probablement l'article 8. Et donc, on va augmenter le niveau d'obligation et on devra passer à un niveau d'obligation de 0,8% par an à 1,5% par an. Ensuite, donc, globalement, une obligation accrue. Et puis, parallèlement à ça, des exclusions des économies d'énergie issues de la combustion directe d'énergie fossile, ce qui fait qu'on va avoir probablement une baisse de gisement, puisque par exemple, on ne pourrait plus valoriser dans le passage fuel au gaz, par exemple. Donc, le gaz serait exclu, la PAC hybride pourrait être exclue. Alors, biogaz peut être accepté, donc tout ça c'est en cours de discussion, mais on voit bien qu'autour de ça, les gisements vont bouger et peut-être qu'on aura moins d'accès aux économies d'énergie autour de cette thématique de combustion directe d'énergie fossile. Et puis, dernier point, il y aura une non prise en compte des économies d'énergie issues de l'ETS, donc des quotas CO2, et ce, y compris suite à l'extension au secteur du bâtiment et du transport. Donc, ce qui veut dire que là, probablement, 2023, il pourrait y avoir une augmentation en cours de période de l'obligation 5e période. Alors, je ne sais pas si, Julie, tu veux rajouter quelque chose, que tu connais bien, notamment la directive européenne sur l'efficacité énergétique, puisque tu es très présente sur un projet européen, EnSmooth. Non, c'est à peu près c'est les grands éléments qu'on a jusqu'ici, puisque les textes sont encore en discussion et devront être actés courant 2022.
et notamment la mesure sur l'exclusion des économies d'énergie issues de la combustion directe d'énergie fossile rentrerait en vigueur dès fin 2024. Donc, on reste quand même sur la fin de la 5e période qui sera impactée. Donc, voilà. Super, merci Julie. Donc voilà un peu sur les points structurants. Alors je ne vous ai pas mis ce qui est lié alors qui est important aussi, c'est notamment les seuils à partir desquels les acteurs énergéticiens sont obligés au titre du dispositif. Jusqu'à maintenant, sur le gaz et l'électricité, les seuils étaient fixés à 400 gigawattheures de vente d'électricité et de gaz. C'est-à-dire que quand vous étiez en dessous de ce seuil, vous n'étiez pas obligé au titre du dispositif. Et dans la 5e période, ces seuils vont baisser, donc progressivement, on est à 300, 200, 100 gigawattheures, donc 2022, 2023, 2024. Ce qui veut dire que vous allez voir arriver dans le dispositif des C2E des énergéticiens alternatifs qui n'étaient pas présents jusqu'à maintenant dans le dispositif C2E puisqu'ils étaient en deçà de ces seuils. Donc là, ça va élargir en fait le nombre d'acteurs obligés au titre du dispositif. Voilà un peu dans les grandes lignes la 5e période. Alors, juste quelques mots sur les contrôles. On a vu qu'il y avait un renforcement des contrôles. Donc, premièrement, jusqu'à maintenant, il y avait un certain nombre de fiches qui étaient soumises à contrôle. Donc, vous avez la liste là en résidentiel, tertiaire et industrie. Et vous voyez que sur 2022 et 2023, le nombre de fiches qui vont être soumises à des contrôles va augmenter, hein, puisque on a dès 2022 en résidentiel 5 nouvelles fiches à horizon avril 2022 qui vont être concernées, et ensuite à partir de juillet, vous voyez toute la liste là en bar, BAT, industrie, agri et RES qui vont être concernées. Et donc toutes ces fiches vont être concernées à la fois par des contrôles. Il y a 2 types de contrôles qui ont été définis dans l'arrêté du 28 septembre 2021. Vous avez des contrôles sur site et des contrôles par contact. Alors, les contrôles par contact peuvent être réalisés par les demandeurs de certificats d'économie d'énergie et sous-traités à un tiers. Donc, ce sont essentiellement des contrôles qui sont faits auprès du bénéficiaire par téléphone, par mail, etc. Et les contrôles sur site, là, sont vraiment des contrôles qui sont réalisés là où a eu lieu l'opération. Bienvenue sur le réseau. Vous êtes entré en temps que par quelqu'un qui a mis son micro, là, c'est un peu désagréable, si vous pouvez le couper, voilà, merci. Et donc, contrôle sur site, là, ce sont des contrôles qui sont réalisés par des bureaux de contrôle cofraqués. Et donc, vous voyez que les taux minimaux de contrôle satisfaisants appliquées aux opérations réalisées, elles augmentent entre 2022 et 2025. Et parallèlement à ça, sur les dossiers contrôlés, vous avez des taux maximaux d'opérations contrôlées qui deviennent aussi de plus en plus exigeants, puisque on autorise en 2022 un taux maximal d'opérations contrôlées non satisfaisantes de 30%, mais en 2023, ce sera 25%, en 2024, 20%, et en 2026 et au-delà, 10%. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une volonté très forte de la DGEC de contrôler tous ces dossiers C2E pour faire en sorte que ces dossiers respectent bien la réglementation en vigueur sur le dispositif des C2E. Voilà ce que je voulais dire sur cette 5e période. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer en revue les nouveautés sur le catalogue de fiches d'opérations standardisées. Et donc là, on va le faire avec Sybille Brière et Julie Pisano, qui travaillent au sein du club. Donc Sybille est en charge des secteurs résidentiels, transport, agriculture, et Julie des secteurs industrie, réseau, tertiaire. Sybille, je passe. Oui, bonjour à tous. Donc Sybille Brière, ravie de vous présenter les projets en cours dans le secteur du résidentiel, fin 2021, et également les projets en cours
sur l'année 2022. Donc fin 2021, comme l'ARC l'a mentionné, au 39e arrêté, donc c'était en fin décembre, les 5 fiches isolation ont été révisées avec des réductions de forfait de 20 à 60%. Donc également avec la suppression, enfin la modification des coups de pouce à la baisse, qui engendrera un grand impact sur les fiches isolation. Ensuite, au 40e arrêté, il y a eu 3 révisions de fiches sur les fiches ventilation. En fait, c'était une correction sur l'attestation sur l'honneur. Il manquait un petit paragraphe sur la sous-traitance, notamment pour l'installateur RGE. Il y a également une création de fiche qui est la dispositif solaire thermique, la barre TH168. En fait, il s'agit de chauffe-eau solaire individuels et de systèmes solaires combinés. Donc, c'est des fiches qui existent déjà, sauf que cette fiche dispositif solaire thermique vient sans appoint. Donc, elle vient valoriser des équipements sans appoint. Et enfin, l'abrogation de la barre Q111, la lampe à LED de classe A++, qui fait suite également à la révision des fiches les plus utilisées dans le catalogue de fiches suite à la concertation P5 de la DGEC. Enfin, un 41e arrêté est sorti. Alors, pour préciser, la DGEC publie 2 arrêtés par an, donc mi-année et fin d'année, qui permet de renouveler et mettre à jour et créer de nouvelles fiches dans le catalogue, qui aujourd'hui contient plus de 216 fiches, dont 50% dans les secteurs résidentiels et tertiaires. Donc le 41e arrêté est un arrêté intermédiaire. Suite à la publication de l'arrêté contrôle et notamment des référentiels de contrôle sur 5 fiches, sur la fiche pompe à chaleur, donc la barre TH104, la fiche chaudière biomasse et la pompe à chaleur hybride, et également les fiches barre TH145 et 164 qui sont les fiches rénovation globale. Donc cet arrêté de contrôle, dans l'annexe 3, il a été ajouté des référentiels de contrôle à suivre par les bureaux de contrôle, justement pour contrôler ces fiches sur le lieu de l'opération. Donc ce 41e arrêté avait pour but de rajouter des preuves justificatives qui étaient nécessaires dans le cadre du contrôle. Donc pas de modification de forfait, c'est vraiment une modification sur les preuves justificatives à apporter. Alors ça, c'est les fiches dernièrement publiées en fin 2021. Maintenant, si on passe en 2022, donc on a eu une réunion avec la DGEC et l'ADEME pour définir le calendrier de travail sur 2022 avec les projets sur le premier semestre 2022 et les autres sur le deuxième semestre. Donc, comme je disais, il y a 2 arrêtés par an, donc on est bien parti sur ça. Donc, pour le secteur résidentiel, on a pas mal de projets dans les scopes. Donc, sur le premier semestre 2022, alors on peut déjà voir qu'il y a 3 thématiques, disons. Tout d'abord, on a identifié des fiches à réviser car les réglementations européennes, donc ce qu'on appelle éco-conception ou directive éco-design, ont évolué. Donc, c'est le cas pour la barre Q102 et 103, qui sont les appareils ménagers de classe A++ ou A+++. En fait, depuis le 1er mars 2021, les étiquetages énergétiques ont été modifiés avec des classes de A à G et qui n'identifient plus des classes intermédiaires A+, A++, A+++. Donc, pour ces fiches qui ne délivrent très, très peu de C2E, on est en train d'étudier avec le GIFAM notamment la pertinence d'abroger ces fiches. Donc, au premier semestre 2022 également, suite à l'évolution de l'éco-conception, on a identifié la barre TH112, qui est l'appareil indépendant de chauffage au bois, effectivement dans la réglementation européenne.
les performances énergétiques sont distinguées par appareil de chauffage, alors que la fiche a été construite sur une performance pour plusieurs appareils, plusieurs typologies d'appareils. Voilà. Et la performance pour un bâtiment neuf qu'il faudra réviser, notamment avec la nouvelle réglementation RE 2020 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Alors, si je continue toujours sur les fiches à réviser pour l'éco-conception, mais cette fois-ci plus sur le deuxième semestre 2022, on a également identifié la climatiseur performant qui ne répond plus aux performances, à l'efficacité énergétique saisonnière de la directive, et les 2 fiches rénovation globale, bâtiment résidentiel, donc 145, et en maison individuelle 164, afin de les mettre en cohérence avec la nouvelle méthodologie de calcul qui est avec le calcul 3CL et qui est défini dans le nouveau DPE qui est sorti en juillet 2021. Ensuite, donc nous, côté F2E, on a toujours des fiches en cours. C'est souvent des créations de fiches ou des révisions. Révisions lorsque l'on voit qu'on a beaucoup de questions sur ces fiches ou lorsqu'on voit qu'il y a certaines incohérences. Donc au premier semestre 2022, on a la révision de l'optimiseur de relance en chauffage collectif. Donc cette révision fait suite justement à beaucoup de questions sur cette fiche et une incohérence avec la fiche tertiaire. Qui identifie, qui valorise l'optimiseur sur un système de chauffage collectif, alors que la résidentielle valorise la mise en place sur un équipement de chauffage. Donc cela pose des problèmes sur le cumul avec les fiches BAR-TH 106, notamment qui est la chaudière. Donc dans le résidentiel, on pourrait comprendre que le cumul est possible et que dans le tertiaire, il ne l'est pas, alors que le cumul ne l'est pas. Donc, on souhaite réviser ces fiches pour clarifier tout ça. Toujours au premier semestre 2022, donc une nouvelle fiche est en cours de rédaction, qui est bientôt terminée, qui est la pompe à chaleur collective pour l'eau chaude sanitaire, donc qui est portée par Uniclimat et EDF. Et au deuxième semestre 2022, on a une fiche qui est une fiche service sur le désembouage, c'est le fait de désembouer les circuits hydrauliques de chauffage, alimentés par des chaudières ou des pompes à chaleur. Et en fait, ces réseaux sont emboués à hauteur de 30%, donc, ce qui permettrait des grandes économies d'énergie. On a une fiche également qui est la système de régulation multizone par programmation d'intermittence. Cette fiche se rapproche de la BAR-TH 118, qui est système de régulation par programmation d'intermittence, sauf que cette fiche viendrait en fait réguler la température pièce par pièce et qui permettrait d'autant plus d'économies d'énergie que dans des pièces non utilisées, le chauffage ne serait pas fonctionnel. Et enfin, une dernière fiche au deuxième semestre 2022 qui est proposée par la DGEC et sur lequel on étudie encore la faisabilité et notamment le cumul avec les pompes à chaleur, qui est la géothermie pour le chauffage et la climatisation de bâtiments collectifs résidentiels. Donc toujours, encore une fois, dans le cadre de la concertation pour la P5, la DGEC souhaitait à la fois réviser les fiches les plus utilisées et les fiches datant du 14e arrêté, qui sont les fiches les plus anciennes. Donc, on a identifié la barre U110, qui est également une des fiches les plus utilisées. La barre TH106, la chaudière individuelle à haute performance énergétique, la pompe à chaleur de type ROO et la pompe à chaleur collective à absorption sont des fiches qui nécessitent d'être révisées pour les mettre à jour avec notamment les nouvelles données CRN qui nous permet en fait d'actualiser les conditions, les consommations de référence et la situation de référence. Et au deuxième semestre 2022, également la barman 104 qui date du 14e arrêté, qui est la fenêtre ou pare-fenêtre complète avec vitrage isolant. Donc cette fiche, on a déjà commencé un peu
le fait de rassembler les acteurs. La barre 108, qui est la fermeture isolante dans la même optique que les fiches isolation. Et la barre TH107, qui est la chaudière collective haute performance énergétique, suite à la révision de la barre TH106. Donc voilà le calendrier de travail pour 2022 sur les fiches résidentielles, qui est assez chargé pour l'instant. Et je laisse la main à Julie pour vous présenter les fiches dans Tertiaire. Merci, Sybille. J'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat, donc je vais commencer à répondre. Sybille, tu as quelques questions concernant les fiches résidentielles. Tu peux regarder. Merci. Julie? Oui. Donc, côté secteur tertiaire, on a eu deux révisions sur des fiches l'une assez technique et l'autre assez très utilisée. Donc, la BATEQ 127, luminaire d'éclairage général à module LED. Sur l'ensemble des fiches éclairage dont la BATEQ 127 fait partie, on a eu une révision liée à l'évolution des exigences réglementaires. Et dans l'optique de maintenir les fiches à l'ambition du dispositif, il a été également décidé une hausse des exigences sur les efficacités lumineuses et une introduction d'une condition sur l'indice de rendu des couleurs. Indépendamment de ça, on a évidemment eu la mise en place, l'actualisation de la situation de référence. Pour ce qui est de la BATEQ 117 sur les installations frigorifiques utilisant du CO2 subcritique ou transcritique, c'est une fiche qui était peu utilisée et dont les calculs assez pointus présentaient des erreurs. Et l'idée a été, notamment du fait de la F-Gaz, de valoriser le fait que énormément d'installations allaient voir le jour au CO2, qui est un fluide moins émetteur de gaz à effet de serre. Et dans cette optique-là, il a été question d'ouvrir en fait la fiche à la fois non plus uniquement au rétrofit au R404, mais au remplacement d'installations frigorifiques de manière générale, et également d'ouvrir à la mise en place au neuf. Voilà, sur ces deux fiches. Ensuite, on a eu la création, cette fois-ci, là on parle de création de fiches sur les meubles frigorifiques de vente à groupe logé. C'était un projet de fiche qu'on avait dans nos tablettes depuis assez longtemps et qui, du fait également d'une évolution réglementaire sur l'éco-conception, nous a permis de créer une fiche en fonction de la classe énergétique et de fixer un minimum de performance à la classe énergétique D pour des typologies de meubles à groupe logé. La deuxième fiche concerne le raccordement à des réseaux de froid. Ça, c'est également une fiche qui a des équivalents en réseau de chaud, donc les raccordements à des réseaux de chaleur en résidentiel et en tertiaire. Et là, il s'agit complètement sur le même modèle, avec un calcul différent évidemment, de valoriser le raccordement à des réseaux de froid. Réseaux de froid qui sont de plus en plus sollicités maintenant. Voilà. Et enfin, la BAT TH158, donc la création d'une pompe à chaleur RR réversible. Donc également une valorisation en chaud et également en froid, et qui prend en compte la puissance calorifique nominale, la surface chauffée et le secteur d'activité. Donc comme la plupart des fiches PAC, il y a une distinction en fonction des puissances et avec des exigences de performance qui sont calquées sur les règlements européens. Ensuite, pour un panorama sur les projets 2022, on a à la fois dû à l'évolution de l'éco-conception, mais également dû aux révisions qui ont déjà eu lieu sur des fiches équivalentes,
On a probablement l'évolution de la BAT TH155 sur l'isolation de points singuliers d'un réseau. Ça, c'est un sujet qui a été porté côté industrie, sur le fait que de nombreux points singuliers, du fait de la rédaction actuelle, étaient exclus et ne pouvaient être valorisés. Il y a eu une reformulation qui a été faite dans le cadre d'un arrêté de fin d'année, et l'idée est de savoir si cette reformulation est également nécessaire sur le secteur tertiaire. Ensuite, on a la suite des révisions sur les fiches enveloppes avec la BAT EN 104. Concernant la BAT EN 112, revêtement réflectif en toiture, c'est une fiche qui a été créée l'année dernière, mais pour laquelle les acteurs ont encore des problématiques d'application. Et donc, il est question qu'on revienne dessus. Et enfin, la BAT TH115, climatiseur performance, c'est dans le cadre de l'éco-conception. Pour ce qui est des créations, des idées de création de fiches à l'heure actuelle, on a l'équivalent dont Sybille parlait en résidentiel de la PAC géothermie, cooling et chauffage. Également, potentiellement, le brasseur d'air, notamment dans les DOM. Et une fiche sur enveloppe également sur les façades rideaux, qui est également en cours d'étude. Ensuite, du coup, je vais enchaîner sur l'évolution du catalogue côté industrie. Donc, tout d'abord, côté industrie, on a eu un certain nombre de fiches assez utilisées côté moteur, qui a été révisé du fait de l'évolution de l'éco-conception. Et même avec pas mal de retard, puisqu'en fait, on a des fiches, notamment l'Indu T112, qui, depuis juillet 2021, était entre guillemets caduque du fait de l'évolution de l'éco-conception, mais qu'on a abrogé uniquement en fin d'année. Donc ça, c'est lié au fait que l'Indu T112 valorise les moteurs de classe IE2, et qu'en fait, le règlement impose à une grande majorité des moteurs maintenant d'être à minima IE2, si ce n'est IE3. Donc en fait, en l'état, la fiche n'était quasiment plus applicable, puisque, pour rappel, le dispositif ne peut valoriser une efficacité énergétique qui soit au niveau de la réglementation. Il faut toujours aller au-delà de la réglementation en vigueur. Sur l'Indu T121, ça rejoint ce que j'expliquais précédemment sur la prise en compte d'autres types de points singuliers, notamment les raccords union seuls et également les raccords avec soudés et utarodés. Évidemment, on a eu mise à jour de la situation de référence qui va avec la révision, donc une légère baisse du forfait de 5%. Et ensuite, donc on y reviendra plus tard sur la révision. Et ensuite, on a eu la révision de l'Inde BA116, qui est l'équivalent de la BAT EQ127 en industrie. Et du coup, essentiellement les mêmes évolutions adaptées tout de même à l'éclairage en industrie. Donc avec une situation de référence qui est un peu distincte, donc notamment le fait de couvrir les bâtiments équipés de luminaires à 2 lampes à décharge à haute pression d'une puissance supérieure ou égale à 200 watts, et un mode de fonctionnement du site présent dans le forfait qui est un mode de calcul du forfait qu'on retrouve dans toutes les fiches industrie. Ensuite, donc voilà, pour la suite de la révision du catalogue de fiches moteurs, on a les fiches sur les moteurs IE3, IE4, et également sur les variateurs. Donc IE2, la 114 et également la 136 sur les systèmes autorégulés. De manière générale, c'est uniquement une mise à jour c'est essentiellement une mise à jour des situations de référence, puisque c'est sur l'éco-conception que sont basées la plupart des situations de référence. Dans le cadre de l'IE3, il est potentiellement envisagé une abrogation de la fiche si le peu de moteurs restants à valoriser ne présente pas d'intérêt pour la filière de manière générale.
Et par contre, je fais le parallèle tout de suite avec les créations de fiches. On a une vraie demande pour sortir évidemment une fiche sur l'IE5, voire même des performances allant au-delà de l'IE5. Alors, juste dernier point sur... non, c'est tout. Je pensais qu'il y avait un autre point, mais c'est tout sur côté industrie. Et je repasse la parole à Sybille concernant le catalogue des fiches transport. Merci Julie. Alors, concernant le catalogue des fiches transport, il est, disons, plus restreint que les fiches résidentielles. Donc, au 40e arrêté, donc fin 2021, la fiche TRAVQ 125, qui est la Stop and Start pour véhicules ferroviaires. Les véhicules ferroviaires sont notamment dédiés aux opérations de fret, de travaux sur voie, de manœuvre de triage, a été révisé, enfin, a corrigé finalement une petite erreur sur la durée de vie qui avait été publiée à 25 ans, alors que le forfait a été calculé pour une durée de vie de 15 ans. Donc, ces Stop and Start permettent des économies d'énergie. Le gisement actuel, il est d'environ 4 TWh/Mac. Et notamment parce que les analyses montrent que ce système permet d'économiser 30% de carburant finalement, car le moteur en fait est en off pendant au moins 30% du temps. Alors le calendrier de travail pour 2022, donc pour le premier semestre, on a une fiche qui sera proposée au CSE, donc Conseil supérieur de l'énergie, le 10 février 2022, qui est la fiche, donc ce sera par un arrêté intermédiaire, qui est la fiche remotorisation d'une unité fluviale. L'idée, c'est de faire du rétrofit sur les bateaux fluviaux. Donc, comme il s'agit d'une substitution d'énergie, donc le passage d'une énergie thermique à une énergie électrique, le calcul se fait en énergie primaire, avec une différence de rendement entre thermique et électrique. Alors, les économies d'énergie sont au rendez-vous car, en fait, les moteurs thermiques des bateaux fluviaux ont des rendements très, très faibles. On avait essayé d'ouvrir aussi des fiches pour les véhicules, sauf que les économies d'énergie ne sont pas assez conséquentes étant donné que les rendements thermiques pour les véhicules sont tout de même efficaces. Une deuxième fiche est également dans les scopes côté DGEC. Il s'agit de la fiche covoiturage. Alors aujourd'hui, les actions de covoiturage sont valorisées par le biais d'opérations spécifiques, mais le marché, en fait, et notamment pour les petites distances, c'est ouvert avec plusieurs sociétés de services. Donc la DGEC souhaite ouvrir une fiche d'opération standardisée. Et enfin, au deuxième semestre 2022, alors on a identifié la TRASE 101, qui est la formation d'un chauffeur de transport à la conduite économe. En fait, la nouvelle loi climat et résilience, dans la partie transport, maintenant oblige que la formation prenne en compte une formation à l'éco-conduite qui n'était pas d'actualité avant la loi climat et résilience. Du coup, la situation de référence devient obsolète dans le cadre de cette fiche et on attend un retour de la DGEC pour la date d'entrée en vigueur de cet arrêté dans la loi climat et résilience pour savoir quand cette fiche deviendra obsolète. Et donc la révision porterait sur du monitoring de conduite de chauffeur plus que sur la formation. Et ensuite, alors une fiche qui a été proposée pour 2021, puis décalée au premier semestre 2022, et là je l'ai mis au deuxième semestre 2022, car en fait, on n'a pas vraiment d'indication et de retour côté DGEC sur cette fiche. C'est l'acquisition de locomotives neuves pour le fret, qui a été proposée avec l'objectif de la France de doubler le fret ferroviaire.
Donc, ce qui pose un peu souci aujourd'hui sur cette fiche, c'est la situation de référence qui est de report modal et qui ne répond pas au code de l'énergie et la situation de référence marché. Donc, aujourd'hui, il y a une discussion côté DGEC. On attend le retour pour avancer. Donc, voilà les fiches côté transport. Merci Sybille. Alors, quelques mots pour finir sur les programmes. Donc, on a aujourd'hui 3 programmes qui sont pilotés par la T2E. Donc, le programme Pro-SMEN qui vise à accompagner les entreprises sur la certification ISO 50001 et qui permet de financer une partie de l'appui à cette certification, hein, au maximum 40 000 € ou 20% des dépenses énergétiques annuelles des sites certifiés ISO 50001. La cible, ça représente bien les entreprises de tout secteur, de toute taille et les établissements publics et collectivités. Et si vous avez une demande, il faut vous rapprocher de ProSMEN sur l'adresse que vous avez, la ProSMEN@at2e.fr. Et donc ce programme, il est prolongé jusqu'en fin 2022. Donc il reste encore des budgets à utiliser dans le cadre de ce programme. Ensuite, vous avez le programme ProRéfi, qui est un programme multimodal avec 6 heures de MOOC, 2 jours de stage en présentiel et un accompagnement par une sorte de coach en situation de travail. Donc, dans le cadre de ce programme, c'est un programme donc, de formation qui prend en charge les coûts pédagogiques du programme. Pour des entreprises de moins de 300 personnes, vous avez 100% du dispositif de formation qui est pris en charge. Et pour des entreprises de plus de 300 personnes, vous avez 50% des coûts pédagogiques qui sont pris en charge. Donc là encore, vous pouvez vous inscrire et vous renseigner sur le site de ProRéfi. Là, vous avez l'adresse. Et puis, dernier programme qui est piloté par la T2E. Donc, c'est un programme qui est paru au journal officiel au mois d'août 2021, qui est le programme OSCAR, Optimisation et simplification des C2E pour les artisans de la rénovation. Et donc, ce programme, il vise à aider les artisans et les entreprises de la rénovation à s'approprier le dispositif des C2E. Donc, notre cible, c'est bien les artisans et les entreprises. Et on va en fait former et informer des intermédiaires, donc ce qu'on a appelé des référents appui à la rénovation. 6 000 référents appui à la rénovation qui sont issus de la CAPEF, de la FFB, des distributeurs professionnels et puis les conseillers France Rénov. Et on va former ces acteurs et les informer et leur apporter des outils pour qu'ils puissent porter la bonne parole auprès des artisans et des entreprises de la rénovation. Et puis parallèlement à ça, on va lancer quelques expérimentations. On va vraiment accompagner les artisans dans la réalisation de leur premier dossier. Puis on va travailler beaucoup aussi sur la dématérialisation du dispositif. Si vous avez des questions, vous pouvez prendre contact avec Oscar, contact Oscar AT2. Voilà. Voilà un peu ce que l'on avait à vous dire pour cette matinée. Je crois qu'on arrive au bout du programme. Et ce que je vous propose, donc il est 11h02, on peut se laisser une petite demi-heure, 20 minutes, pour prendre des questions-réponses. Donc pour ce faire, vous avez posé vos questions, donc on a répondu déjà à un certain nombre de ces questions. Marc, il y a toujours une question sur le programme Oscar, sur le fait s'il peut être appliqué au DOM-TOM. Alors, le programme Oscar au DOM-TOM, c'est pas explicitement dit. Donc, ça, c'est un sujet qu'il faudra qu'on traite avec FFB CAPEB. Pour l'instant, on n'est pas trop. On a la Corse, mais on n'a pas été sollicité sur les DOM-TOM. Ok. Alors, il y a un certain nombre de questions. Donc, donc là, je compte sur vous, Julie et Sybille. Sur la barre TH112, Sybille, est-ce qu'il y a des grosses modifications? Est-ce que tu peux
Alors, sur la barre de 12, j'ai essayé de retrouver mon fichier de calcul, mais je ne le retrouve pas. Aujourd'hui, cette fiche permet la valorisation soit des poêles, soit des foyers fermés, soit des cuisinières. Et il me semble, dans mes souvenirs, qu'il n'y a pas de grosses modifications sur les foyers fermés et les cuisinières, mais la modification viendra sur la performance des poêles, où le forfait sera nettement diminué. Donc, il va diminuer. Voilà. D'accord. OK. Alors, une deuxième question pour toi. Avez-vous des informations sur tout ce qui est ITE concernant la barre? Alors, la barre ON102, j'imagine, c'est isolation des murs. Cette fiche, elle peut prendre en compte effectivement l'isolation thermique par extérieur. Oui, tout à fait. Pro-SMN pourrait-il se prolonger en 2023? C'est une question qui est posée aujourd'hui à la DGEC. Donc, c'est en négociation. Oscar, on a vu. Bonjour. En parlant de dématérialisation, connaissez-vous la position de la DGEC sur la signature électronique de la hache? Alors, aujourd'hui, la DGEC est assez claire sur ce sujet, donc, parce que vous savez que la signature de l'attestation sur l'honneur doit se faire sous forme papier. Néanmoins, dans le cadre d'un groupe de travail sur harmonisation et simplification du dispositif, donc, qui a été lancé par la mission interministérielle de la transformation publique, nous avons clairement abordé ce sujet de la dématérialisation. Et donc là, nous allons envoyer une étude, on l'a envoyé, oui, l'étude à l'ensemble des obligés et délégataires pour avoir un panorama de ce qui est utilisé aujourd'hui en matière de dématérialisation. Donc en fait, vous avez quatre niveaux aujourd'hui de signature. La DGEC milite plutôt pour un niveau de signature de l'attestation sur l'honneur de niveau 4, qui est assez compliqué à mettre en œuvre. Et pour tout vous dire, nous, on milite plutôt sur un niveau de signature niveau 3. Donc, on est en train de regarder ce sujet. L'idée étant pour nous d'essayer d'aboutir pour fin 2022 sur ces sujets, pour démarrer 2023 avec quelque chose de fiable et de partager avec la DGEC sur la signature électronique. Dans ce cadre-là, on aura des expérimentations, je pense, dans le cadre d'Oscar. Comment accéder au nouveau catalogue AT2E? Alors, le catalogue AT2E, je pense que vous pensez ou vous faites référence au Memento C2E. Donc, le Memento C2E, on devrait en refaire un au mois de juillet-août pour prendre en compte les arrêtés 42-43 et puis plus 39-40 qui n'ont pas été pris et 41 qui n'ont pas été pris en compte dans l'ancien Memento. Mais si vous avez une demande, vous nous envoyez une demande là, à m.gendron@at2e. Je transmettrai ou qu'on vous envoie des guides. Est-ce que vous avez réussi à voir si les VRV sont éligibles à la BAT TH 158? Alors, il me semble que j'ai déjà répondu par mail à cette question de Letton, il me semble. Ce que j'ai répondu était que les VRV, je ne crois pas qu'ils peuvent s'assimiler à un échange RR. Voilà. D'accord. Alors, comment peut-on proposer notre candidature pour être formateur? Alors, ça m'intéresse. Oui, enfin, ça nous intéresse, le cas d'Oscar. Donc, vous prenez le contact, hein, vous nous envoyez un mail, moi directement, puisque de toute façon, je pilote ce programme, donc il n'y a pas de problème. On vous mettra dans notre base et dans tous les cas, on va chercher effectivement des formateurs référents dans le cadre du programme Oscar. Et ça devrait, on va lancer les choses à partir de. L'idée, c'est de démarrer les premières formations au mois de septembre. Sybille, une question pour toi. Les plafonds de ressources, tu as une idée ou pas? Alors, il me semble qu'on a publié une actualité sur le site de la T2E sur ces plafonds de ressources. Après, je ne connais pas les chiffres exacts.
Ouais. Les plafonds de ressources sont toujours donnés par l'ANA en début d'année. Donc, on a regardé sur notre site. On a je crois qu'ils augmentent d'environ 2-3%. Et ils sont mis à jour depuis le 1er janvier 2022. Mais par contre, dans l'arrêté, il est précisé que les attestations sur l'honneur pourront, les nouvelles attestations sur l'honneur pourront, rentrer en vigueur plus tardivement. C'est précisé dans l'arrêté qui a été publié. OK. Modification zone non interconnectée. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Alors oui, ce qui en fait change, c'est la bonification pour la grande précarité. Par contre, la bonification pour les ZNI ne change pas. Pour l'instant, vous faites un sans faute, là. On a réussi à tout répondre. Bonjour, alors c'est bon. Bonjour, y a-t-il de grandes modifications au niveau de la fiche 145 et 164? Alors, il n'y a pas eu de modification sur les fiches. Par contre, des grandes modifications ont eu lieu sur les coups de pouce en décembre 2021, et notamment sur la 164, où il y a une suppression du calcul du taux ENR. Les bonifications ont été réduites. Sur la 145 aussi, les bonifications ont été réduites de l'ordre de 35%, il me semble. Et sur la 164, il a été ajouté, donc, au lieu du calcul taux ENR, une surbonification par rapport à la classe énergétique atteinte, donc, qui en fait répond à la nouvelle définition des rénovations globales de la loi climat résilience, donc c'est-à-dire inférieur à 110 kWh en énergie primaire, qui correspond à une classe énergétique A et B. Bien. À noter que ça pourrait encore évoluer, ces fiches, avec notamment les problématiques de moteur de calcul CPE. Bien ça, hein. Oui, c'est ça. C'est pour mettre en cohérence le logiciel de calcul avec le nouveau DPE qui est sorti au 1er juillet 2021. Donc probablement courant 2022, on reviendra dessus. On va chercher à faire ça plutôt en fin d'année. Sur la barre je vois qu'il y a une question sur la barre TH112 encore. Effectivement, elle a été révisée en octobre 2020 sur l'introduction des émissions polluants. Cette fois-ci, la révision se ferait sur la performance énergétique, car il y a une évolution dans la directive européenne éco-conception sur les efficacités énergétiques saisonnières, et notamment, il me semble, sur les poêles. On pourra échanger par mail si vous voulez plus d'éléments et avoir le texte. Alors, j'ai une question par rapport au tableau de synthèse pour les barres EN102, barres EN103 et barres EN101 hors coup de pouce. Faut-il transmettre les tableaux de synthèse au PNC2E lors des dépôts? Idem pour les fiches de rénovation globale en coup de pouce. Alors, dans mes souvenirs, je crois que non, pas pour les fiches standardisées. Pour les coups de pouce, oui, effectivement, il faudra transmettre les tableaux de synthèse à vérifier dans la FAQ, dans la partie contrôle de la DGEC, qui est très bien faite. Okay. Quels sont les prérequis pour une entreprise qui souhaite obtenir des fonds pour un accompagnement formation-information programme? Voilà. Qu'est-ce que vous comprenez? C'est sur ProRéfi peut-être, ce programme de formation? Selon le programme dont il est question, normalement, les prérequis sont précisés sur le site internet, que ce soit ProRéfi ou ProSMN. C'est ça. Vous allez voir sur le site et puis les prérequis sont donnés. Comment obtenir les référentiels de contrôle des différentes fiches, avec notamment les preuves justificatives demandées? Alors là, je parle sous le contrôle de Sibylle, mais l'arrêté du 28 septembre 2021 fait référence au référentiel de contrôle pour les fiches qui sont aujourd'hui assujetties à contrôle. C'est ça. Je vais mettre le lien, comme ça tout le monde aura accès. Voilà, vous aurez le lien sur cet arrêté.
qui est important, cet arrêté du 28 septembre, parce en fait, un des objectifs de cet arrêté, c'était de focaliser sur un seul arrêté toute la problématique du contrôle. Puisqu'auparavant, vous aviez ce sujet des contrôles des fiches d'opération standardisées qui étaient répartis dans plusieurs arrêtés. Donc là, maintenant, vous avez un arrêté qui traite ce sujet. C'est quand même plus facile à la lecture. Est-ce qu'on peut utiliser l'INDUT 125 en tertiaire? Alors, a priori, non, pour l'instant. Et il s'agit du traitement d'eau sur les chaudières de production de vapeur, il me semble. Par contre, si on a on est prêt on a un sujet sur des fiches industrie à transposer potentiellement en secteur tertiaire, on les a listés et il s'agit plutôt des fiches sur les moteurs notamment ou compresseurs d'air basse pression. Par contre, s'il y a un sujet sur l'INDUT 125, on est prêt à accompagner un porteur pour justifier de la pertinence de ce projet. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Okay. Pour les programmes, appel à programme 2021, quand connaîtrons-nous les lauréats? Alors là, vous me posez une colle. Honnêtement, je ne sais pas. Ça devrait. On a un COPIL C2E, je crois, le 12 ou le 15 février. Peut-être que la DGEC sera en mesure de nous faire un retour à ce moment-là. Pour l'instant, je n'ai pas de date à vous communiquer. Pas de fiche pour l'isolation thermique de bâtiments industriels situés en France métropolitaine. Alors oui, tout à fait. Alors, pour une raison très simple, c'est que nous ne trouvons pas d'études nous permettant de construire une fiche d'opération standardisée sérieuse sur ce sujet. Alors pourquoi on ne trouve pas d'études? Parce qu'il y a une variabilité, enfin il y a une multiplicité de types d'isolation et de bâtiments industriels, qui fait que c'est extrêmement difficile d'avoir une vision un peu statistique de l'isolation des bâtiments industriels en France. On avait consulté il y a 2 ans le CEREN pour une étude et en fait, il nous avait dit qu'il ne savait pas faire. C'était extrêmement compliqué ce sujet. Donc, comme nous devons argumenter tous nos forfaits de certificat d'économie d'énergie auprès de la DGEC et de l'ADEME, si on n'a pas de données, on ne peut pas argumenter. Voilà. Ensuite, dans le cadre des fiches rénovation globale, il est demandé 2 contrôles, dont un qui consiste à contrôler l'audit énergétique de la situation initiale du bâtiment avant le début des travaux. Si le contrôle a lieu après le début des travaux, est-ce rédhibitoire? Quelle est la légitimité d'un bureau de contrôle par rapport à un bureau d'études qualifié pour la réalisation des audits énergétiques? Alors, je réponds oui. Alors oui, le contrôle de l'audit doit être satisfaisant avant de commencer tout travaux sur la rénovation globale. Si le contrôle de l'audit n'est pas satisfaisant, alors les travaux ne peuvent pas commencer. S'ils le sont, en tout cas, ils ne seront pas conformes pour déposer le dossier. Et quelle est la légitimité d'un bureau de contrôle par rapport à un bureau d'audit pour la réalisation? Alors, le contrôle ne réalisera pas l'audit énergétique. Il viendra contrôler que l'audit énergétique, que dans l'audit énergétique, la situation initiale a bien été respectée, respecte le bâti actuel, mais ne viendra pas réaliser l'audit. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, tout bien. Merci pour toutes les réponses. Pouvez-vous préciser les qualifications des bureaux d'études concernant les barres TH 145 et 164 ainsi que les méthodes de calcul THCEX 3D? Alors, il y a un document de l'ADEME qui est très bien fait. Vous pouvez trouver toutes les qualifications nécessaires dans ce document. Donc, je vais vous l'envoyer aussi. Je l'envoie dans le chat, là, tu mets. Voilà. Comme ça, vous aurez le lien. L'obligation pour les obligés de publier sur leur site la liste des partenaires assurant pour leur compte le RAI concerne-t-elle seulement leurs mandataires ou également les partenaires des mandataires dans le cadre des incitations
indirecte. Alors là-dessus, on n'avait pas répondu là-dessus déjà, Sybille? Sybille, Alors oui, j'étais en train de pas. Je crois que oui, cela concerne tous les partenaires travaillant avec les OBJ. Donc c'est toute la chaîne, hein, c'est bien ça. C'est ça. Toute la chaîne de valeur. Donc c'est compliqué, mais bon, c'est demandé. Ensuite, alors je regarde l'heure. Quelle heure est-il? On a encore le temps là? 19, oui. Il y a les questions sur peut-on utiliser l'indu T136 en tertiaire? A priori, pour l'instant, non. Et on a quelques demandes de transposition de l'indu T136 en tertiaire, mais il faudra ajuster les données au secteur, puisque à l'heure actuelle, on a calculé cette fiche avec essentiellement des données issues de l'industrie. Et ensuite, je voyais qu'il y avait une question sur la bonification ZNI s'applique-t-elle aussi aux fiches dédiées à l'outre-mer, ou est-ce que cette bonification est déjà intégrée dans les FOS? A priori, il n'y a pas de contre-indication à ce qu'une fiche applicable à l'outre-mer puisse bénéficier de la bonification ZNI. Ok. Alors pour la BAT TH159, si un bâtiment est raccordé sur un bâtiment chaud, qu'un nouveau réseau froid est créé, le bâtiment est-il éligible à la BAT TH159? Essentiellement, c'est sur le cumul entre raccordement à un réseau chaud et raccordement à un réseau froid. Voilà. A priori, le cumul n'est pas exclu. Donc, le calcul est sur deux choses différentes. Donc, c'est deux calculs complètement différents sur les économies d'énergie, donc normalement c'est bon. À compter de quelle date pensez-vous que les opérations spécifiques inclus dans le périmètre ETS seront exclus des C2E? On va dire que si, il faut déjà qu'il y ait l'évolution de la directive européenne sur ce sujet-là. Donc de toute manière, c'est pas avant 2023. Je répondrai comme ça. Julie, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est... Donc ça laisse encore 2 ans là. Et puis, je pense que de toute manière, on a eu tellement de mal à faire accepter ce dispositif à la DGEC que on va un peu résister quand même. Parce qu'on est quand même sur des temps longs sur les opérations spécifiques en UETS. Donc, je pense que, allez, je dirais, ouais, 2024. Alors, la ZNI s'applique aussi pour les fiches dédiées à l'outre-mer ou déjà intégrées dans la fosse? Oui. Oui, c'est déjà... Et dans les formations via Oscar, allons-nous former au pilotage des C2E? Alors, au pilotage, je ne sais pas ce que vous appelez pilotage, mais à la valorisation des C2E dans les offres des artisans, oui. Une question sur la BAT EQ130, sur la condensation frigorifique haute efficacité, est-elle cumulable avec la BAT EQ123, motovariateur synchrone à aimant permanent ou à réductance? Le cumul BAT EQ130, BAT EQ123. Ça, faudra nous poser la question par mail pour qu'on regarde plus, plus, donc, précisément. j.pisano@at2e.fr. Ah, on a une question, on n'a pas répondu. La cata. En cas de dépassement du seuil de 30% d'opérations contrôlées non satisfaisantes sur le total des opérations contrôlées, l'ensemble des opérations du lot doit être contrôlé par l'organisation d'inspection pour faire l'objet d'un dossier de demande. Ces contrôles peuvent-ils être faits par contact uniquement? Quid des opérations incontrôlables, refus ou absence de réponse du bénéficiaire?
Concernant ces taux, oui, de contrôle non satisfaisant sur le nombre de contrôles non satisfaisants sur le nombre d'opérations contrôlées, il s'agit que de contrôles sur le lieu d'opération et ne peuvent pas être des contrôles par contact. Ensuite, quid des opérations incontrôlables, refus ou absence de réponse du bénéficiaire? J'ai pas vraiment de réponse à apporter. Alors ça, c'est une question qu'on va remonter à la DGEC parce qu'on commence à avoir des questions sur ce sujet. Et on ne sait pas quelle est la position de la DGEC sur ce sujet. Donc, généralement, sur des questions qui sont très partagées, sur lesquelles il y a un flou, on demande à la DGEC de faire une FAQ dans les lettres d'information. Là, typiquement, je pense que c'est un sujet qui pourrait faire l'objet d'une FAQ. Sur Légifrance, il est indiqué que le cadre de contribution est initié à l'adresse de facturation. Cependant, MaPrimeRénov' demande que si l'adresse du chantier est différente de l'adresse de facturation, alors sur le cadre de contribution, l'adresse du chantier doit être indiquée. Quid de ce point, une évolution? Alors effectivement, moi j'ai en tête que sur le cadre de contribution, c'est l'adresse du chantier pour moi, sur une opération standardisée. J'ai un doute. Je crois aussi. Adresse des travaux. C'est l'adresse des travaux. Donc, ok, donc si on dit que l'adresse du travaux est différente de l'adresse de facturation, dans tous les cas, vous avez toujours la possibilité d'expliquer que l'adresse de facturation est différente de l'adresse du travaux dans la case commentaire, dans du dépôt. Donc, ça ne me semble pas poser de problème, ça. Ok, bah, je crois qu'on a à peu près. Alors non, est-ce qu'il existe une base matérielle harmonisée au niveau ADEME, PNC2A, T2E sur les produits et matériaux ouvrant droit à une prime C2E? Non, bah, alors je vais répondre un peu différemment. On a aujourd'hui 216 fiches d'opérations standardisées. Donc honnêtement, disposer d'une base de matériaux qu'on puisse mettre à jour sur ces 216 fiches d'opérations standardisées, ça va être très très compliqué. Je ne le cache pas. Donc aujourd'hui, non, on n'a pas ça. Un du T136 en tertiaire, on a répondu. Que doit-on comprendre de CIBIL de la note de dimensionnement sur le chauffage résidentiel? Une note de dimensionnement inclut, par exemple, pour les pompes à chaleur, la typologie de pompe à chaleur, s'il s'agit d'une basse ou haute température, comment la pompe à chaleur a été dimensionnée, pour quel besoin, quelle est la consommation, une note de dimensionnement pour, sur laquelle on peut se baser pour mettre en place un équipement de chauffage. Ok, alors on va prendre les dernières questions, on va pas pouvoir essayer de répondre à tout, hein, parce qu'il y a encore 3 minutes. Une question sur le DPE. Remplacera-t-il l'audit énergétique ou uniquement la méthode de calcul? Alors pour l'instant, on est uniquement sur la méthode de calcul, une harmonisation entre la méthode de calcul de l'audit énergétique et la méthode de calcul du DPE. C'est vraiment la logique aujourd'hui de la Direction générale de l'énergie et climat. On n'est pas dans le remplacement du DPE par l'audit énergétique dans le cadre du dispositif de CE. Pour l'instant. Après, ça peut changer. Pour l'instant. Coup de pouce chauffage concernant la barre TH106, chauffage individuel à haute performance énergétique, et la barre TH158, émetteur électrique à régulation électronique à fonction avancée, ont pris fin au 31/12/2021. Sauf exception, pourquoi l'arrêté du 10 décembre 2021 est venu modifier les niveaux de bonification pour ces deux fiches? Une prolongation est-elle envisagée? Alors pour la bonification, en fait, la bonification
a été faite pour un prix environ de 6,5 le mégawattheure CUMAC, au même titre que la barre TH145, qui est la rénovation globale des bâtiments résidentiels collectifs. En fait, cela a été fait de la sorte pour éviter les coups de pouce à 1 €. Ok. Quel est le délai pour mener des actions correctives en cas de contrôle avec un retour non satisfaisant? Pour moi, il n'y a pas de délai. Le délai important aujourd'hui, c'est entre la date d'achèvement et la date de dépôt, qui est de 1 an. Qui est d'1 an, ouais, donc il faut que vous rentriez dedans. Oui, tu as raison. Oui. Donc en fait, il n'y a pas de délai de réponse, sauf à dire que si vous voulez déposer votre dossier, vous avez 1 an à partir de la date d'achèvement de l'opération. Ok, là, elle va nous envoyer une question par mail. Dans le cas où les travaux réalisés ne correspondent pas aux travaux préconisés, la prime serait probablement différente de celle estimée sur le cadre de contribution. Quel est le document selon vous qui peut prouver que le montant qui a été versé aux bénéficiaires à la fin du projet correspond bien à la nouvelle prime? Est-ce qu'un appel à la facturation est suffisant? Ah, ah. Bon, on ne se fait pas répondre à ça. On se pose. Allez, il est 11h30. On va pas pouvoir répondre à toutes les questions parce que je vois qu'il y en a encore pas mal. Donc on a répondu à pas mal en écrit. Ce que je vous propose, c'est on va récupérer les questions puis on pourra essayer de voir comment on y répond. Mais globalement, on a quand même répondu, il me semble, à la majorité de vos questions. Je vous remercie en tous les cas pour votre attention, hein, puisqu'on a encore 226 personnes, donc c'est bien, c'est qu'on a réussi à vous maintenir en éveil jusqu'au bout. Pour ma part, je parle au nom aussi de Julie et Sybille, on vous remercie pour votre attention. On reste à votre disposition, vous avez nos contacts. Et puis, on vous souhaite une bonne journée. Et puis, je laisse la parole pour clôturer ce webinaire à Jean-Christophe Boclet. Voilà. Merci à vous tous. Jean-Christophe? Ou Caroline? Oui, je crois que Jean-Christophe a été déconnecté. Eh bien, merci à tous pour votre attention. On vous retrouve donc à la T2E Normandie sur de prochains événements, notamment les prochains, comme l'a annoncé Jean-Christophe en introduction, sont au mois de mars sur des réseaux de chaleur urbains. On communiquera sur Internet et via LinkedIn comme d'habitude. Merci à tous, bonne journée.